Jusqu'à peu, il n'existait pas en contentieux administratif d'action collective permettant à des associations ou des syndicats d'engager une action au nom d'un groupe de personnes, et ce en vertu du principe « nul ne plaide par procureur ». Certes, ces groupements avaient déjà accès au juge administratif, mais ils ne pouvaient le saisir que si les intérêts collectifs qu'ils ont la charge de défendre en vertu de leur objet statutaire sont en jeu. Ceci résulte de l'arrêt de principe du Conseil d'État du 28 décembre 1906, syndicat des patrons coiffeurs de Limoges. Par exemple, un REP est possible pour un syndicat professionnel contre un décret relatif au statut des fonctionnaires. En d'autres termes, l'association ou le syndicat ne peuvent agir que pour défendre leur intérêt propre et non les intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes physiques. Mais la loi du 18 novembre 2016, complétée par un décret d'application du 6 mai 2017, a innové sur ce point en créant deux types d'actions collectives qui sont portées par des associations ou syndicats et dont l'objectif est d'éviter des requêtes sérielles individuelles. Elles permettent en effet au juge de se prononcer en une seule décision sur le sort de plusieurs centaines d'administrés placés dans la même situation. Outre le gain de temps pour le juge administratif, ces actions assurent également une uniformité de la réponse du juge sur des situations semblables. Nous allons envisager successivement ces deux actions. Premier paragraphe, l'action de groupe. L'action de groupe correspond à un recours collectif ayant pour objet la réparation de préjudice qu'une même personne a causé à de multiples individus. Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics réfléchissent à l'introduire en droit français. C'est d'abord devant le juge judiciaire qu'elle a fait son apparition en 2014 en matière de consommation. En contentieux administratif, le pas a été franchi par la loi du 18 novembre 2016. L'article L. 77-10-3 du Code de justice administrative dispose que, je cite, « Lorsque plusieurs personnes placées dans une situation similaire subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. Cette action peut être exercée en vue soit de la cession du manquement de la part de l'administration, soit en vue de l'engagement de sa responsabilité afin d'obtenir la réparation des préjudices subis, ou bien encore, soit en vue des deux objectifs. Le Code ne se borne pas à admettre dans son principe l'action de groupe. Il fixe par ailleurs un cadre juridique strict. D'abord, l'action de groupe n'est pour l'heure envisageable que dans 5 domaines. En cas de discrimination à l'égard des administrés, en cas de discrimination imputable à un employeur public à l'égard de ses agents, en matière de santé publique, en matière d'environnement, et enfin dans le domaine de la protection des données personnelles. Par ailleurs, il existe des conditions relatives au groupement requérant. Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis 5 ans au moins et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il a été porté atteinte peuvent exercer une action de groupe. Les syndicats, quant à eux, peuvent intenter une action de groupe uniquement en matière de discrimination afin d'établir que plusieurs candidats à un emploi ou à un stage ou encore que plusieurs agents publics ont fait l'objet d'une discrimination directe ou indirecte de la part de leur employeur public. Par ailleurs, l'association doit d'abord mettre en demeure l'administration de cesser ou de faire cesser le manquement ou encore de réparer les préjudices subis. Et l'action de groupe ne peut être introduite qu'à l'expiration d'un délai de 4 mois
à compter de la réception de cette mise en demeure par l'administration. L'objectif de cette condition est de tenter de trouver une issue au litige avant de saisir le juge. S'agissant de l'office de ce dernier, lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement et que la demande est fondée, le juge enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser le manquement dans un certain délai et éventuellement sous astreinte. Lorsque l'action de groupe tend en revanche à la réparation des préjudices subis, le juge statue sur la responsabilité du défendeur. S'il retient cette responsabilité, il doit définir le périmètre des personnes à l'égard desquelles cette responsabilité de l'administration est engagée. Pour cela, il fixe les critères de rattachement au groupe de victimes et détermine les préjudices susceptibles d'être réparés pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini. Le juge fixe également le délai dans lequel les personnes qui répondent aux critères de rattachement et qui souhaitent se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d'obtenir réparation de leurs préjudices. Car, en effet, si l'action de l'association ne nécessite pas que les victimes potentielles soient nommément identifiées, en revanche, pour que ces victimes puissent obtenir réparation sur le fondement du jugement qui a été rendu sur l'action de groupe, ces victimes doivent se faire connaître auprès de l'association dans le délai fixé par le jugement. Pour ce faire, elles adressent une demande de réparation, soit à la personne déclarée responsable, soit à l'association qui reçoit ainsi mandat pour obtenir indemnisation auprès du responsable et reverser ensuite la somme obtenue à la victime. Il s'agit là d'une procédure d'indemnisation individuelle. Si l'indemnisation ne satisfait pas la victime, celle-ci peut saisir le juge ayant statué sur la responsabilité en vue de la réparation de son préjudice. Mais à côté de cette procédure individuelle, il existe aussi une procédure d'indemnisation collective qui peut être menée par l'association au nom de l'ensemble des victimes, si le juge l'a habilité dans son jugement à mettre en œuvre la procédure collective de liquidation des préjudices et s'il a déterminé les grandes lignes de l'indemnisation. Dans cette procédure, l'association va alors négocier avec le responsable l'indemnisation de l'ensemble des victimes. L'accord conclu doit ensuite être homologué par le juge. Pour terminer, il faut préciser que l'action collective ne prive pas les victimes d'agir individuellement. Elles peuvent en effet préférer intenter un classique recours de pleine juridiction afin d'engager la responsabilité de l'administration devant le juge administratif. Grand 2, l'action en reconnaissance de droit. La seconde action collective est quant à elle propre au contentieux administratif. Par ailleurs, elle a un champ général. L'article L77-12-1 du Code de justice administrative dispose que l'action en reconnaissance de droit permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense de cet intérêt. L'action peut tendre au bénéfice d'une somme d'argent légalement due ou à la décharge d'une somme d'argent illégalement réclamée par l'administration. En revanche, elle ne peut tendre à la reconnaissance d'un préjudice. En effet, dans ce cas, seule l'action de groupe est ouverte, uniquement d'ailleurs dans les domaines listés précédemment. Concernant l'action en reconnaissance de droit, l'association ou le syndicat doit d'abord s'adresser à l'autorité compétente. Le silence gardé pendant plus de 4 mois sur la réclamation préalable vaut décision de rejet. Le juge peut alors être saisi dans le délai de droit commun. Si le juge fait droit à une telle action en reconnaissance de droit, il détermine les conditions de droit et de fait
auquel est subordonnée la reconnaissance des droits. S'il lui apparaît que la reconnaissance de ces droits emporte des conséquences manifestement excessives pour les divers intérêts publics ou privés en présence, il peut déterminer les effets dans le temps de cette reconnaissance. Une fois le jugement rendu, toute personne qui remplit les conditions de droit et de fait peut, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite ou son action foreclose, se prévaloir, devant toute autorité administrative ou juridictionnelle, des droits reconnus par le jugement. En cas d'inexécution de la part de l'administration, la personne qui estime être en droit de se prévaloir du jugement peut demander au juge administratif de l'exécution d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre les mesures d'exécution qu'implique à son égard le jugement. Le juge peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Il peut également infliger une amende à l'administration dont le montant ne peut excéder 3 000 €. Pour terminer, il faut préciser que dans les deux actions, l'appel est suspensif. En effet, comme les jugements rendus en première instance sont susceptibles de profiter à de nombreuses personnes, le législateur a préféré suspendre l'exécution du jugement pendant l'appel pour éviter que l'administration n'accorde des sommes qui devraient éventuellement être restituées si l'appel était accueilli. En conclusion, on peut s'interroger sur la nature de ces deux actions collectives, l'action de groupe et l'action en reconnaissance de droit. S'insère-t-elle dans les catégories traditionnelles du recours pour excès de pouvoir, du recours de plainte contentieux ou encore des recours en déclaration? Ce qui est certain, c'est qu'il ne s'agit pas d'un recours pour excès de pouvoir. En revanche, il n'est pas impossible de ranger ces actions dans les autres catégories. Pour rappel, l'action de groupe vise à engager la responsabilité de l'administration à l'égard d'un groupe de personnes délimité. Elle peut ainsi aisément être considérée comme un recours de plainte contentieux. L'action en reconnaissance de droit donne lieu quant à elle à plusieurs possibilités. Pour certains auteurs, elle constitue un recours déclaratoire. Pour d'autres, elle emprunterait à la fois au REP et au recours de plainte contentieux. En d'autres termes, cette nouvelle action ne créerait pas un nouveau type de recours, mais révélerait tout au plus, une fois encore, la porosité de la frontière entre les deux types principaux de recours.